magistrats de la justice sont aujourd'hui à plus de 3500 en République démocratique du Congo, et pour les militaires, près de 800 magistrats militaires. Et que cette mission va se faire en dehors des instances judiciaires de la RDC. Cela est inacceptable. On ne voulait pas travailler en collaboration avec la République démocratique du Congo. Justement, c'est une collaboration que nous avons souhaitée, pas une tutelle. Mais quand on dit commission d'enquête internationale, donc c'est comme les entreprises qui demandent par exemple qu'on fasse un audit international indépendant. Non, l'audit externe, voilà, quelque chose comme ça. On a peut-être besoin d'un œil étranger pour ne pas on n'est pas en déficit pour que l'on ait besoin d'une expertise d'un œil étranger. Nous acceptons une collaboration parce que nous jugeons aujourd'hui que la justice congolaise a fait son travail. Déjà sur les verrous. S'il vous plaît, nous avons vu le cas des évadés, par exemple, le G7, on a parlé. Aujourd'hui, on sait comment ça se passe avec les commissions nationales. On est à l'Assemblée nationale. Quand on crée une commission, c'est qu'on veut enterrer une question. Il y a plusieurs questions, il y a plusieurs commissions qui sont là, qui travaillent, qu'on n'a jamais, en tout cas, dit... les conclusions, la population n'a jamais connu les conclusions de plusieurs commissions. Alors si pour les morts, cette fois-ci, on veut une commission internationale indépendante, pourquoi pas? Qu'est-ce que nous avons à cacher? Pourquoi le pays ne veut pas de cette commission? Qu'est-ce qu'on a à cacher? C'est ça la question. Quand on ne veut pas d'une commission internationale, c'est qu'on a des choses à cacher. Ce qui m'étonne, c'est que vous êtes dans les médias, vous êtes au courant de ce qui se passe, vous savez pertinemment que c'est grâce au doigté de notre justice que nous avons pu mettre la main sur l'un ou deux, plus précisément, des meurtriers des 2 experts des Nations Unies. C'est grâce à notre justice que nous avons mis hors d'état de nuire une bonne partie des dirigeants de ce groupement terroriste qui utilise le label Kamwina Sampo. Vous parlez des commissions au niveau de l'Assemblée nationale. Mais l'Assemblée nationale, lorsqu'elle met en place une commission, c'est pour que ça puisse terminer par soit une interpellation ou une motion de censure par rapport à un ministre qui est concerné, ou encore par des recommandations au gouvernement. Et je peux vous informer que par rapport à cela, le travail est toujours minutieusement fait, du moins sous la houlette du président Obaminakou. Mais au-delà de cela, c'est que nous refusons, c'est que nous sommes en état de droit. Il n'y a pas aujourd'hui la preuve que la justice congolaise a failli. Je vous donne un exemple simple. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous donne un exemple simple. S'il vous plaît, madame. Pour le cas de la commune de Nganza, dans le Kananga, il y a la MONUSCO qui a clairement dit qu'il y avait 4 fosses communes. Mais après vérification, on n'en a trouvé que 2. Donc vous voulez dire par là que c'est ça l'œil international que vous souhaitez? La RDC a dit ceci. Nous ne refusons pas à ce que nous puissions être appuyés, puisque c'est vrai, il peut y avoir des manques en termes de logistique, mais nous acceptons une collaboration d'une enquête qui serait dirigée par la République démocratique du Congo. Ce n'est que légitime. Ce n'est que légitime. Mais prenons l'exemple. Daguidjun en a soufflé la dernière fois dans Web Press. Vous êtes dans un couple. Vous battez votre femme. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Est-ce que le voisin n'a-t-il pas le droit de venir bousculer la porte de votre maison et demander qu'est-ce qui se passe? Parce qu'un jour, on risquerait de l'accuser de non-assistance à personne en danger. C'est peut-être ce qui se passe, parce que la communauté internationale se rend compte qu'il y a trop de morts en République démocratique du Congo, il y a trop de choses pas très bonnes qui se passent. Alors la communauté internationale a cette fois-ci un droit de regard. Mais madame, vous oubliez que si ce voisin vient frapper chez vous sans votre permission et qu'il entre, c'est des violations de domicile. Non, il n'a qu'à appeler la police. Il n'a qu'à appeler la police, pas d'entrer chez vous et de commencer à vous bastonner, vous et votre femme. C'est des violations de domicile. Mais venons-en au fait réellement. Aujourd'hui, cette communauté internationale, mais pourquoi est-ce qu'elle reste sous silence de M. Moïse Katumbi, candidat président de la République, qui a, dans une vidéo documentée, féliciter les terroristes de Kamwina Sampo pour avoir éliminé 32 policiers. Pourquoi ce silence? Est-ce que les autorités de la République démocratique du Congo ont d'eux-mêmes fait en sorte qu'il y ait de l'insécurité au centre de notre pays, ou c'est plutôt une bande de personnes qui ont défié l'autorité de l'État, comme ça se fait dans d'autres pays dans le monde aussi? Je vous cite un exemple. Aujourd'hui, en Turquie, il y a plus de 34 000 prisonniers, journalistes comme vous également, qui se sont fait arrêter simplement parce qu'ils sont du parti de Fethullah Gülen, l'opposant de M. Erdogan. Vous avez entendu la branche onusienne des droits de l'homme parler de ça? Les Européens en ont parlé. Pourquoi?
Non, ils en parlent. Mais ensuite, pourquoi en République démocratique du Congo, nous avons des terroristes qui décapitent des gens, qui tuent même des étrangers, qui violent, qui défient l'État. L'État remet de l'ordre. On dit que l'État est en train de déstabiliser son propre pays. Est-ce que cela est normal? Mais lorsque ça se fait en France, on appelle ça du terrorisme. Mais on ne peut pas accepter ce genre de traitement qui ne soit pas normal. Parce que d'où viennent ces instabilités? Nous savons d'où ça vient. Mais arrêtez ces auteurs moraux, si je peux me permettre. Mais madame, pour arriver, les noms ont été cités. Non, ce n'est pas un acte éliminatoire. Ce n'est pas un acte. Mais justement, madame, le temps de la justice, ce n'est pas le temps des tabloïds. Le PGR a ouvert un dossier sur cette question, il doit instruire, il ne va pas, parce qu'on a cité quelqu'un, mettre la main sur lui. Vous avez cité, vous, le nom de Moïse Katumbi. Par rapport à cette double nationalité, la question que l'on se pose aujourd'hui, est-ce tout simplement des calculs politiques, Thierry Mosenepo? Pourquoi brandir aujourd'hui la double nationalité de Moïse Katumbi? Pourtant, il a été gouverneur pendant plusieurs années d'une des plus grandes régions de la République, et l'une des plus riches. Il a été même au PPRD, membre cofondateur. Pourquoi on brandit aujourd'hui cette double nationalité? Mais écoutez, madame, il n'y a pas de loi qui interdise que même un Allemand puisse être député national. Nous avons Sieur Chaloupa qui a été élu ici dans ce pays. Qui est congolais. Comprenez qu'au-delà de cela, être président de la République requiert à ce que vous soyez congolais de père et de mère, que vous ne puissiez pas jouir d'une double nationalité, ce qui est d'ailleurs impossible au regard de la loi congolaise. Le ministre de la Justice a fait allusion à cela, ce n'est pas un péché. Maintenant, si Sieur Moïse Katumbi pense que c'est le contraire, mais il n'a qu'à le prouver. C'est aussi simple que ça. Vous avez participé au dialogue, il y aura encore un troisième dialogue, Thierry Mosenepo. Le G7 a dit non, pas de troisième dialogue, et pourtant le chef de l'État, nous l'avons suivi depuis l'Afrique du Sud, il a dit le dialogue reste permanent. Pour vous, le dialogue doit rester permanent. Mais le dialogue a toujours été permanent en République démocratique du Congo. Non seulement en ce qui concerne les sphères politiques, mais aussi en ce qui concerne la ligne des élections dans notre pays. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire qu'il n'y aura pas un troisième dialogue. D'ailleurs, le fait de les énumérer, ça ne donne pas bien, parce que nous sommes appelés à parler à tout moment, puisque nous vivons dans un même pays et c'est notre culture. Deuxième condensé, mesdames et messieurs, déjà le nom du ministre de la Justice a été cité. Nous vous proposons donc l'extrait de son passage à TV5 par rapport à la plainte déposée contre lui dans l'affaire de l'avion abattu en 1998 et l'audience du vice-premier ministre. Voilà, deuxième condensé. De retour à Kinshasa, après une tournée dans le Kasaï et le Kasaï central, le Conseil spécial du secrétaire général des Nations Unies en matière de prévention du génocide sera reçu en audience par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Adama Dieng, qui a eu des entretiens avec les autorités provinciales, mais aussi la société civile, est resté à l'écoute des victimes. Ces échanges lui ont permis de cerner l'apport du patron de l'Intérieur dans le processus de pacification de cette partie du pays. Tout d'abord, je tenais à féliciter le ministre pour les mesures qu'il a prises pour remettre les morceaux cassés, si je puis dire, au sein de la famille régnante de Kwanana Passou. Et grâce à lui, il y a eu finalement un début de solution à ce niveau. Et malheureusement, ce qui s'est passé dans le Kasaï, ce qui s'est passé dans le Kasaï central, dans ces provinces, préoccupe énormément mon bureau, qui est chargé de la prévention. Au-delà de la pacification, le Conseil spécial d'Antonio Guterres en matière de prévention du génocide plaide pour que justice soit rendue aux victimes. J'ai beaucoup insisté pour que justice soit faite et que toutes ces familles qui ont perdu des siens puissent enfin dire justice a été faite. Nous espérons que les plaintes déposées aussi seront instruites dans les meilleurs délais. Et mon bureau s'attellera, avec l'appui des collègues ici même, à soutenir les efforts de l'auditorat
militaire, un auditorat dont j'ai salué les résultats en matière de lutte contre les violences sexuelles. Emmanuel Ramazani Chadari et le diplomate onusien ont levé l'option de travailler pour un dialogue et l'harmonie entre différentes communautés, la prévention des conflits et la mise en œuvre des mécanismes en vue d'éviter leur expansion. J'étais le responsable des relations extérieures du RCD. Voilà. Qui était en guerre contre Kinshasa. Tout à fait. Il y a eu un incident militaire majeur et nous avions estimé qu'il fallait communiquer. On ne pouvait pas abattre un avion et ne pas donner les raisons pour lesquelles on l'a fait. Justement. Donc, les militaires nous ont dit que pour telles raisons, ils ont dû abattre cet avion. Nous avons été informés après coup et nous avons tenu l'opinion nationale et internationale au courant. En fait, c'est clair, cet enregistrement, il est de moi, à la suite des informations qui ont été données par nos forces militaires qui étaient sur terrain, qui nous ont informés de l'incident. Il fallait que nous puissions communiquer. J'étais le responsable des relations extérieures du mouvement, c'est moi qui devais communiquer. Alors vous dites qu'il y avait du matériel militaire à bord de cet avion civil. La compagnie aérienne CAL, elle, déclare que cet avion transportait des femmes, des enfants qui fuyaient les combats. Écoutez, l'enquête du juge belge qui a été saisi va démontrer cela. Je pense qu'il y a des éléments qui existent, il y a des enregistrements qui existent. Et j'ai convenu avec mon avocat en Belgique, que j'ai engagé pour poursuivre ce dossier, qu'en dehors du communiqué qu'il a fait, nous avions décidé qu'on n'allait pas communiquer sur autre chose en attendant de voir le juge. Pourquoi 19 ans plus tard, cette affaire ressort-elle selon vous? Pourquoi aujourd'hui? Nous savons d'où ça vient, mais nous ne voulons pas communiquer aujourd'hui, pour des raisons évidentes. J'ai convenu avec mon avocat que nous allons attendre d'en parler au juge quand il le voudra. Vous savez d'où ça vient? Ça vient des adversaires politiques? Je ne vais pas m'étendre sur cette question, mais nous avons fait nos propres enquêtes, et nos propres enquêtes nous ont conduit exactement sur l'origine de ces déclarations. Voilà, nous avons suivi le ministre de la Justice. Là, il passait à TV5 en France et nous avons ouï dire, selon les réseaux sociaux, qu'il serait déjà de retour à Kinshasa. Il a pris un vol d'Air France à partir de Paris, à Roissy. Donc l'information reste à vérifier et Congo Web en tout cas ira pour voir si le ministre de la Justice est bel et bien à Kinshasa. Donc vous l'avez suivi Thierry Monsenepo, c'était un incident majeur, il tenait à le dire à l'opinion internationale et nationale à l'époque en 1998, mais selon les dirigeants de CAL, dans l'avion, il n'y avait pas que des militaires ou l'armement, il y avait des femmes et des enfants. Est-ce que vous, en tant que journaliste, je sais que vous étiez à un moment journaliste d'investigation, est-ce que vous savez qu'à l'époque, CAL avait des avions qui partaient de Kinshasa vers Kindu, malgré qu'il y avait des guerres à ces moments-là? Oui, vous avez investigué par rapport à ça? Oui, c'est l'information qui a été donnée à l'époque. Mais je crois que pour cette question, nous devons un peu refroidir nos esprits, dans la mesure où toute personne est interpellable devant la justice. Même vous ne pouvez pas interdire à un quidam de porter plainte pour des faits qui vous seraient reprochés. Mais ce n'est pas, puisque l'on vous a accusé, que vous êtes automatiquement coupable de quoi que ce soit. Donc je pense que nous devons tous prendre notre mal en patience et attendre les résultats de cette enquête qui vient d'être ouverte. Je fais encore un parallélisme. C'est vrai que vous n'aimez pas trop les parallélismes de Thierry Monsenepo, mais Jean-Pierre Bemba a été condamné par rapport au fait qu'il est autorité morale. Vous vous rappelez que c'est pas Jean-Pierre Bemba qui était en Centrafrique, qui a violé, qui a pillé, mais il a été condamné à la CPI. Donc on comprendrait aujourd'hui que Tambo Mamba, qui était chargé des relations extérieures, soit condamné aussi comme autorité, bien que ce n'est pas lui qui est armé avec le missile et abattu l'avion. Je crois que les statuts de Rome sont un peu clairs là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a d'abord les auteurs du crime qui sont directement châtiés par les lois internationales, même les lois de notre pays, mais il y a aussi les auteurs intellectuels qui soit ont laissé faire,
ou encore n'ont pas sanctionné au moment où les faits se sont produits leurs éléments militaires ou civils qui ont eu à commettre des crimes. Alors, je pense que les instructions judiciaires vont justement servir à déterminer les responsabilités. En ce moment-là, le juge, sur base des éléments matériels qu'il aura, pourra déterminer si un responsable des relations extérieures avait la possibilité de commander des éléments sur terrain pour l'abattage d'un avion ou il était juste là pour relayer un fait au niveau des médias. Faisons un peu marche arrière dans le temps. Qui était à l'époque les chefs au sein du RCD, à part Tambo Mamba? Il y avait qui à l'époque? Il y en avait plusieurs, mais comprenez qu'à l'époque, je n'étais pas encore journaliste. Je comprends. Mais nous restons là-dedans. Est-ce que pour vous, Tambo Mamba n'est que le bouc émissaire? Est-ce que ce sont j'y reviens, est-ce que ce ne sont que des combats politiciens dans tout ça? Comment réveiller ça 19 ans plus tard? Pourquoi maintenant? C'est ça la question. Même pour Moïse Katumbi, tout le monde se pose la question, pourquoi maintenant? Je pense que son Excellence, le ministre d'État, est revenu. Il a sûrement des éléments qui lui ont été donnés par l'instruction du dossier et qu'il va mettre à disposition de tout le monde, si possible, le fait qu'il ait lui-même déclaré sur les antennes de TV5 qu'il sait exactement d'où ça vient. Donc nous allons profiter de cette information. Mais il faut savoir que même dans la justice internationale, l'infraction est individuelle. Vous ne pouvez pas vous répondre d'un crime qui a été commis par votre père. Si c'est lui qui a commis ce crime et que la justice établit sa culpabilité, c'est lui qui va répondre de cela. Donc comprenez, c'est difficile en ce moment de le dire. Il faut laisser le temps à l'instruction judiciaire d'avancer pour savoir. Génocide au Kasaï, selon vous, Thierry Moussenekou? Le Kasaï, je ne pense pas, parce qu'il n'y a pas une population qui a été ciblée. Les Kamouina, les terroristes. Les autres ont dit qu'on ne cible que les Louba. Hein. Non, mais au contraire. Lorsque vous suivez notamment la vidéo qui montre là où on a abattu de la manière la plus abjecte qui soit les 32 policiers de notre police nationale, vous vous rendez compte que c'est plutôt les Louba qui sont mis de côté, mais les autres tribus qui sont molestées et décapitées. Le Kasaï a vécu une anarchie qui a été conduite par une bande de personnes qui ont voulu défier l'autorité de l'État. Ça n'a rien d'un génocide puisqu'il n'y a pas eu ciblage sur une ethnie ou sur une race. C'est plutôt des personnes qui ont été illuminées peut-être par des substances hallucinogènes. Ils ont cru en des mensonges qui leur ont été tissés par certains politiques peut-être, et ils se sont permis de défier l'autorité de l'État, malheureusement, en brûlant, en tuant et en décapitant les pauvres innocents citoyennes et citoyens du Kasaï. Mais Dieu merci, la police et l'armée congolaise ont réussi à éteindre ce feu et continuent à le faire jusqu'à présent. Nous revenons par rapport à Cal, à l'époque en 1998, avant de passer au troisième sujet, c'est Ndundo qui était PDG de Cal. Peut-être qu'à travers Ndundo, on saura aussi, avec le manifeste de l'avion, qui était dans l'avion, s'il n'y avait que des femmes et enfants, où il y avait l'armement militaire. Je crois que Ndundo doit être écouté aussi par rapport à ce dossier. J'espère que le juge vous écoute. Nous prenons le troisième sujet, c'est la SENCO, et bien voilà, nous y allons. La SENCO a lancé un message. Nous allons avoir plus de détails dans ce condensé et le lancement de la campagne de sensibilisation. Nous revenons encore à l'accord du 31 décembre. Réunis à Kinshasa du 19 au 23 juin 2017 dans le cadre de leur 54e assemblée plénière ordinaire, les archevêques et évêques, membres de la SENCO, se disent profondément inquiets et préoccupés par la détérioration continue de la situation socio-politico-économico-sécuritaire du pays. Pour les prélats, cela ne fait aucun doute, le pays va très mal et la solution à cette crise, c'est la mise en œuvre intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre. Par manque de volonté politique, la mise en œuvre intégrale de cet accord est insignifiante. Au mépris de la souffrance de la population, les acteurs politiques multiplient des stratégies pour le vider de son contenu, hypothéquant ainsi la tenue d'élections libres, démocratiques et apaisées. Apparemment, pour les évêques, ce qui a été fait jusque-là ne contribue pas à la cohésion nationale.
L'Église invite ainsi la population à se mettre debout, à s'impliquer afin de prendre son destin en main, de peur d'hypothéquer pour longtemps encore l'avenir de la nation. Nous vous le demandons instamment. Il ne faut céder ni à la peur ni au fatalisme. Une minorité de concitoyens a décidé de prendre en otage la vie des millions de Congolais. C'est inacceptable. Nous devons prendre en main notre destin commun. C'est le moment historique d'être des ambassadeurs du Christ dans l'espace public au cœur du monde et d'avoir une présence active et courageuse dans le monde de la politique. La SYNCO appelle à l'appropriation des lois qui réglementent le vivre ensemble des Congolais, notamment l'accord cadre de la Saint-Sylvestre présenté par elle comme l'unique feuille de route solidement fondée sur la Constitution et dont il faut exiger le respect et la mise en application intégrale par les signataires. Ces agents dits de paix reçoivent des mains du président de la SYNCO, Marcel Outembi, un échantillon de la documentation devant servir à la sensibilisation de l'accord du 31 décembre 2016 et les manifestations pacifiques. Il s'agit d'une bande dessinée et d'un spot retraçant les grands axes des acquis de l'accord de la Saint-Sylvestre qui doivent être connus de tous. Mesdames et messieurs les agents de paix, votre mission est d'apporter cet accord auprès de toutes les femmes, de tous les hommes, tous les jeunes Congolais, où qu'ils soient. La mission qui vous est confiée est lourde, mais aussi noble. Cette initiative cadre avec la mission d'éducation civique et électorale de la SYNCO. L'Église ne cache pas ses inquiétudes face aux tentatives de rupture du pacte républicain signé à Sainte City. C'est pour cette raison que la situation sociopolitique que nous traversons actuellement doit nous interpeller car elle marque un grand recul pour notre jeune démocratie. Elle est de nature à briser le pacte républicain conclu à Sainte City et risque de plonger notre pays dans un nouveau cycle de violence et d'instabilité. C'est pourquoi, fidèle à sa mission prophétique, la SYNCO a offert ses beaux offices à la classe politique afin d'aider le pays à sortir de la crise provoquée par la non-organisation des élections dans les délais constitutionnels. Cette campagne de sensibilisation sur l'accord de la Saint-Sylvestre et les manifestations pacifiques bénéficie de l'appui technique de l'Union européenne. Thierry Monsenepo, la SYNCO appelle la population à se mettre debout. Quel est votre entendement de cette phrase? J'ai lu, mais avec beaucoup de peine, le document qui a été produit à l'issue des travaux de la SYNCO, qui s'articule autour de 24 points. Et je peux vous dire d'abord, avant et même d'entrée de jeu, que les prélats ont usé d'une disposition constitutionnelle qui est la liberté d'expression, de réunion, ce qui se passe dans un pays qu'ils traitent de tortionnaire. Donc c'est déjà ça le premier constat. Le deuxième, c'est de se poser la question de la motivation par rapport à cette entrée de la déclaration des évêques qui disent que le pays va très mal, Congolais, mettre debout. Se mettre debout, le pays va bien, Thierry Monsenepo, avec le dollar qui avoisine les 1500 francs aujourd'hui. S'il vous plaît, madame. Thierry Monsenepo. Madame, s'il vous plaît, je pense qu'il faut que l'on puisse réfléchir et éviter d'utiliser des termes populistes qui vont nous conduire hors de nos analyses et qui vont nous détourner de la réalité. Aujourd'hui, il ne faut pas dire que c'est puisqu'il n'y a pas eu élection que le pays va mal. D'abord, ce pays a l'historique de tout le passif dont le président Joseph Kabila a eu à avoir entre ses mains. Il ne faut pas qu'on se leurre par rapport à ça. Et la SYNCO le sait très bien, que l'école a été déstructurée. La santé des gens a été déstructurée. Le tissu social a été déstructuré. Et ça pendant des décennies, alors que la SYNCO était là. Mais un travail a été fait depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui. La cause principale de cette montée du franc congolais n'est
autre que la difficulté que nous avons par rapport aux devises, parce que la première assiette de nos devises qui serait posée sur les minerais n'est pas convenablement assis à cause du cuivre et du cobalt. Répondez-moi aussi franchement. De cela, s'il vous plaît, Thierry, répondez-moi franchement. Laissez-moi... Non, s'il vous plaît. Est-ce que le pays va bien? Madame, non, répondez-moi franchement. Est-ce que le pays va bien, Thierry Monsenefo? Vous m'avez posé une question par rapport au message de la SENCO. Laissez-moi vous répondre et je reviendrai à votre question parce que c'est important l'analyse que je porte. Parce que nous avons l'impression que ce que dit la SENCO est parole d'évangile. Non, nous sommes tous catholiques, mais des prêtres, les monseigneurs sont des humains comme nous qui peuvent aussi commettre des erreurs d'analyse. D'ailleurs, l'histoire... S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, madame. L'histoire nous en regorge. Déjà sachez que l'Église a condamné Galilée qui a soutenu Copernic parce qu'il disait que la Terre tourne autour du Soleil. Et c'est 352 ans après que le pape Jean-Paul II, en 1992 je pense, l'a rétabli. Donc il ne faut pas penser que tout ce qui est dit par les prélats n'est que parole d'évangile. Lorsque les évêques disent que les accords de la Saint-Sylvestre ne sont pas respectés, mais c'est déjà un parti pris. Parce que moi je peux vous démontrer que cet accord est respecté. Premièrement, s'il vous plaît, l'accord dit quoi? Que le Premier ministre doit provenir du rassemblement. Opposition bas rassemblement. Qui aujourd'hui peut prouver que M. Bruno Tshibala n'est pas de l'opposition bas rassemblement? Il est même plus UDPS que tout le reste. Donc, au point de vue de la SENCO, le respect de l'accord est lié à des individus. Est-ce que vous trouvez une position pareille, normale, partiale, plutôt impartial? Pour vous, la SENCO, on doit placer quelqu'un d'autre. Mais lorsque l'on dit, population intelligente, pour vous, la SENCO voudrait tout simplement qu'on place Félix Tshisekedi. Vous êtes journaliste, posez-leur la question. Lorsqu'ils disent que l'accord n'a pas été respecté, c'est sur base de quoi? Parce qu'un monsieur qui peut-être aurait eu comme héritage de son père le poste de Premier ministre n'a pas été placé à ce poste-là. C'est cela le non-respect de l'accord. Lorsque l'on dit que le pays va mal, certes, la RDC n'est pas un paradis, certes, il y a des difficultés, certes, nous avons une dépréciation de notre monnaie nationale qui est très palpitante. Certes, il y a une situation sécuritaire au centre de notre pays qui dérange. Certes, nous avons des pays, des puissances étrangères qui cherchent à mettre la main sur les richesses de la RDC et même à balkaniser ce pays. En complicité mais est-ce que vous avez entendu la SENCO piper un mot sur ça? Sur tous ces impérialistes et ces néocolonialistes qui veulent remettre le grappin sur la République démocratique du Congo? Vous les avez entendus piper un mot sur ça? Vous les avez entendus piper un mot en condamnation de tous ceux qui soutiennent aujourd'hui les terroristes de Kamwina Sampou? Vidéo documentée à l'appui? Vous les avez entendus? C'est cela qui fait mal. Je voudrais bien voir le lien de cette vidéo de Moïse Katumbi. Pas de problème, je vais vous l'envoyer. J'ai jamais vu. Vous imaginez aujourd'hui que l'on puisse dire que tout ne va pas bien, on rejette ce qui est en train de faire ce qui est fait comme effort, notamment l'enrôlement des électeurs, sur fonds propres du gouvernement malgré la situation économique morose. À quoi rime un tel appel si ce n'est à la division et à la haine? Est-ce que Dieu peut demander aux gens de diviser les autres, d'appeler à la haine, d'appeler à la destruction de l'État? Le Christ lui-même. C'est votre compréhension. Mais lorsque vous dites que la SENCO, pour elle, l'accord n'a pas été respecté, laissez-moi aussi penser librement qu'il y a un problème en termes de message qui est véhiculé dans ce document de la SENCO. La SENCO doit se taire. Madame, s'il vous plaît, on ne peut pas accepter qu'il y ait un seul Congolais qui puisse se taire. Mais l'on voudrait que lorsqu'on se dit prince de l'Église, être réellement au milieu du village, être réellement porteur de paix, porteur d'amour, comme le Christ nous l'a enseigné, comme le pape François nous l'enseigne chaque jour. Mais lorsque déjà, dans le document qui sort d'une réunion des prélats, on prend part à quelqu'un ou à des individus, est-ce que cela est normal? Franchement, qui est derrière la SENCO selon vous alors? Madame, est-ce que je n'ai pas malheureusement des instruments chimiques et biochimiques pour déterminer exactement la motivation? Mais vous avez une idée de qui peut être derrière la SENCO? C'est la communauté internationale? Pas du tout, mais lorsque vous avez le Monseigneur Ambongo qui s'est présenté à Genève pour décrire un état déliquescent de la République démocratique du Congo, vous trouvez cela normal? A-t-il menti?
Madame, je ne peux pas dire qu'il a menti, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de contre-vérités. Je viens de vous démontrer quelques-uns, surtout en ce qui concerne l'accord de la Saint-Sylvestre. C'est ce qui fait mal, malheureusement. Voilà, nous on continue, nous rentrons au Kasaï, parce que la situation au Kasaï, en tout cas, fait mal. La situation au Kasaï fait parler beaucoup dans les cercles politiques. Nous allons prendre la réaction de Deli Sesanga par rapport à la situation au Kasaï et la réaction des parlementaires pour le retour de la paix au Kasaï. Il revient des discussions entre différents protagonistes sur la situation dans le Kasaï. De retour à Kinshasa, Deli Sesanga donne ici sa compréhension de la résolution du Conseil des Nations Unies sur le droit de l'homme quant à ceux. En dépit de la fanfaronnade des uns des autres, on peut noter que la communauté internationale est de cœur avec les populations congolaises en ce qui concerne l'établissement de la vérité et de la justice pour ces martyrs que nos populations subissent au quotidien dans cette partie de la République. Pas question de parler d'une victoire diplomatique de Kinshasa, mais encore d'une déception pour les partisans d'une mission d'enquête indépendante et internationale. Mais le député national parle plutôt d'une surprise. Nous n'étions pas surpris de voir que notre propre pays est mobilisé contre la transparence sur ce dossier qui, à mon sens, méritait qu'une enquête indépendante puisse établir le fait. En dépit de cela, la formulation du compromis de la résolution pourrait aider, est un pas nécessaire pour aider à établir la vérité. Nous sommes pour que la vérité soit établie, nous sommes favorables à la justice. Donc c'est ça qui est important. Pour l'élu de Luisa, il est ici question d'une affirmation de valeur qui ne peut faire l'objet d'un triomphalisme. Prochaine bataille, militer pour que les autorités congolaises respectent leurs engagements en accordant des facilités aux experts des Nations Unies dans l'accomplissement de leurs tâches afin que soit établie la vérité sur le drame dans l'espace Kasaïa. Ils ont mis de côté leurs tendances et appartenances politiques. Le parlementaire et quelques notables du Grand Kasaï se sont réunis autour d'Esteve Mbikaï Maboulouki, fils du terroir, élevé aux fonctions du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire dans le gouvernement Tchibala. La démarche vise à soutenir les efforts du chef de l'État Joseph Kabila pour le retour de la paix au Kasaï. Mbikaï a par cette occasion invité le sien à s'impliquer davantage dans cette dynamique en vue de permettre à tous les Kasaïens de s'enrôler et participer aux futures élections. Bon, je préférais organiser cette rencontre avec le député de FES Kasaï, d'abord pour les remercier tous pour le soutien qu'ils m'ont apporté et qu'ils m'apportent, et aussi les encourager à pouvoir continuer à soutenir les leurs qui sont en train de mener peut-être des actions en faveur de la population, mais qui malheureusement par moments ils sont mal compris et puis ils sont combattus. Non, le deuxième point sur lequel on a parlé, pour lequel je les avais invités, c'est de pouvoir nous concerter pour voir comment ramener une paix totale dans l'espace Kasaï, et surtout aussi pour pouvoir soutenir les efforts entrepris par le chef de l'État pour ramener la paix dans cette région de la République. Au nom des notables du Grand Kasaï, le gouverneur Ngoï Kassanji a loué cette initiative. Il a appelé à la cohésion entre Kasaïens. On s'est tout dit d'une manière fraternelle et ça resserre davantage nos liens. Je dois sincèrement dire grand merci à mon frère, son Excellence Monsieur le Ministre, mon frère Esteve Mbikaï, pour avoir organisé cette rencontre avec mes frères et sœurs qui sont les honorables députés. Signalons qu'une minute de silence a été observée en mémoire des âmes perdues dans le Grand Kasaï. Merci à toi aussi, John Lungila. Alors, Thierry Monsenepo, pour vous, le gouvernement fait trop de triomphalisme. Deli Sesanga dit pas trop de triomphalisme par rapport à ce qui s'est passé à Genève, au commissariat pour
le nom m'échappe par rapport aux droits de l'homme. Là, vous étiez pour débattre de cette venue, de la venue de cette commission. Pour vous, le gouvernement manifeste trop de triomphalisme? Oui, j'ai suivi le député qui a dit cela, qui a même dit que le gouvernement n'a pas de transparence. Je crois que c'est une manière obtuse de voir les choses. Parce que ce n'est pas puisqu'il n'y a pas le Parlement européen qui surveille les travaux de l'Assemblée nationale congolaise qu'il n'y a pas de transparence dans les lois ou dans le contrôle budgétaire que fait le Parlement congolais. C'est vraiment une façon biaisée de voir les choses. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de lien entre le fait qu'un gouvernement d'un pays souverain refuse qu'on puisse se substituer à sa justice et demande à ce qu'il y ait une collaboration, ce qui est tout à fait normal, d'avec le fait qu'il n'y ait pas de transparence. Il n'y a pas de triomphalisme quelconque parce que ce qui se passe, c'est la chose la plus raisonnable qui puisse aboutir lorsqu'il y a des analyses autour d'une situation, c'est que nous avons aujourd'hui une situation de terrorisme dans le Kasaï, l'armée a agi, la police a agi, certes il y a eu des débordements de quelques éléments qui ont eu à commettre des actes qui sont répréhensibles par la loi, et je crois que ces militaires et ces policiers sont déjà devant la justice militaire. Mais pour le reste, la République démocratique du Congo a clairement dit que s'il faut une enquête, elle doit être dirigée par les institutions judiciaires de la RDC. La venue de ces enquêteurs ici à Kinshasa, on le sait déjà, même si vous êtes passé de l'autre côté, Thierry Monsenepo, on sait que déjà que pour Sonia Rollet, on n'a pas renouvelé son accréditation. Est-ce qu'on facilitera la venue de ces experts ici à Kinshasa par rapport à cette situation-là? C'est parce qu'on a l'impression qu'il y a une nébuleuse et on ne veut pas découvrir la vérité. Peut-être, Denis Sessanga, vous avez dit sa réflexion est biaisée, mais peut-être c'est ça, cette peur de ne pas vouloir creuser jusqu'au fond et découvrir Madame, cette vérité cachée. Je crois que finalement, de tels propos me choquent chaque jour. Lorsqu'on a l'impression que c'est puisque c'est l'étranger qui le fait, que c'est la vérité qui sort. Mais l'étranger a dit aux Irakiens que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. Est-ce qu'on les a trouvées jusqu'à aujourd'hui? L'étranger a dit que Kadhafi voulait tuer les Libyens. Aujourd'hui, les Libyens qui vivaient mieux que les Français sont en train de vivre pire que les Nigériens, qui sont la dernière nation dans le monde en termes de l'indice de développement humain. Vous voulez dire quoi? Que parce que c'est l'étranger, c'est la vérité? On nous a dit ici que Patrice Emery Lumumba était un communiste à abattre, un dangereux personnage. Mais aujourd'hui, ce n'est pas des universités dans le monde qui portent le nom de Patrice Emery Lumumba. Ne nous ont pas dit ici que Mandela était un terroriste. Mais aujourd'hui, c'est le monde entier qui s'est bousculé pour aller au moment de ces obsèques. C'est écœurant de voir des dignitaires congolais oser dire que parce que ça sera fait par des Congolais, que cela n'aura pas de transparence. Ça échaudé, non? C'est vraiment choquant. Ça échaudé, ça échaudé par rapport à quoi? Ça échaudé par rapport à quoi? Aujourd'hui, par rapport à l'impunité qui sévit à Kinshasa. On ne sanctionne pas les auteurs de plusieurs crimes ici, et ça soit même économique. Ça, c'est vous qui le dites. Allez à la prison, il y a des prisonniers économiques. Aujourd'hui, l'Union africaine avait besoin d'installer une justice pour ce qui s'est passé à Bangui, en République centrafricaine. Le magistrat qu'on a eu à prendre pour diriger ce tribunal spécial pour la Centrafrique est de quelle nationalité? Congolaise. Est-ce qu'on aurait pris parce que nous avons des beaux yeux ou parce que réellement la justice congolaise a eu à faire ses preuves? Mais lorsque c'est des étrangers qui félicitent notre justice, nous sommes d'accord. Mais nous-mêmes, nous sommes en train de faire une autoflagellation qui me choque finalement. C'est pour les pays qui ont soutenu la RDC dans ce combat. Beaucoup disent que ce sont des pays qui eux-mêmes ne veulent pas de la démocratie. Chez eux, on a cité quelques pays. Il y a des pays qui violent leur propre constitution, qui est triplétuage dans la constitution. Il y a on ne sait pas pourquoi certains pays... Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les nations... le club des dictateurs africains qui ont rien à voir. Les nations ont compris l'exposé qui a été donné par la ministre du genre de la RDC, ensuite par les propos du ministre d'État de la RDC sur la situation. Et il faut vraiment être irrationnel pour ne pas pencher du côté de la RDC après l'argumentaire qui a été développé. C'est pas simplement un bloc des Africains, tout simplement pour dire non, on ne veut pas. On ne veut pas de D'abord, il faut savoir une chose, c'est que les Africains aujourd'hui ont adopté l'African Ownership. C'est-à-dire que nous allons
dorénavant régler nos problèmes nous-mêmes. Et vous avez constaté que cela a commencé par la nomination du représentant spécial des Nations Unies en RDC, le responsable de la MONUSCO, M. Maman Sidikou, qui est un Africain. Vous avez vu que le dialogue qui a été mené à l'Union africaine a été conduit par M. Edem Kodjo, qui est un Africain. Les Africains commencent à comprendre, et Dieu merci, que finalement, la plupart des problèmes que nous connaissons nous sont imposés par une Europe, il faut se dire la vérité, qui est aujourd'hui en déliquescence. Et je peux vous dire que déjà avec les coupes budgétaires que le président Trump est en train de faire dans l'OTAN et dans d'autres traités signés avec l'Europe, ils vont vraiment se retrouver au bas de carreau et ils vont encore se rabattre sur nous. Donc c'est le moment pour que nous puissions être unis pour dire non à ces ingérences, mais plutôt en une collaboration franche. Par rapport au Kassai, nous avons suivi, Steve Mbiki s'est entouré de plusieurs dignitaires du Grand Kassai, mais l'impression que ça donne, est-ce que ce problème du Kassai doit être réglé simplement par les Kassaïens eux-mêmes? Non, je pense que la République démocratique du Congo, si depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui, nous avons réussi à faire échouer toute tentative de déstabilisation de notre pays par les armes, c'est parce que les problèmes qui surgissent à l'Est trouvent aussi des solutions par les populations qui apportent leur soutien à leurs frères et leurs sœurs à l'Ouest. Et ce qui se passe au Kasaï aujourd'hui nous concerne tous. Et je crois que la mobilisation qu'il y a autour de cela, non seulement par le chef de l'État lui-même qui a récemment effectué un voyage là-bas, mais aussi par tous les Congolais, va porter des fruits comme ça a toujours été le cas depuis très longtemps. Le gouverneur Kassanji, d'ailleurs, il y a des mauvaises langues qui disent que c'est le gouverneur détaché à Kinshasa. Pourquoi n'est-il pas tout le temps au Kassai? Il est tout le temps ici à Kinshasa et pourtant il doit être chez lui pour essayer de combattre les Kamonassans pour les touristes. Pourquoi il est tout le temps à Kinshasa? Il n'est pas tout le temps à Kinshasa. Kinshasa est le siège des institutions. On ne peut pas empêcher, au ministre de l'Intérieur de faire appel à un gouverneur pour des échanges, surtout que le centre du pays aujourd'hui est en train de subir une situation d'insécurité, donc ce n'est pas anormal que l'on puisse le voir ici pour rencontrer les autorités. En tout cas, une dernière question, je sais que dans les réseaux sociaux vous y êtes aussi, vous avez vu l'arrestation de ces artistes à Goma par rapport à leur plaidoyer sur Goma et sur le Kassai. Pour vous, on devait arrêter ces artistes qui ne faisaient qu'exprimer leur soutien à la population du Kassai. Cela donnera peur à d'autres artistes de s'exprimer par rapport au Kassai. Pour vous, est-ce que vous avez vu cette vidéo? Est-ce que ces artistes étaient-ils allés trop loin par rapport à leur plaidoyer? Bon, madame, je pense que la situation est telle qu'il ne faut pas confondre arrestation et interpellation. Est-ce qu'ils sont aux arrêts? Ils sont aux arrêts. Ils sont en garde à vue. À la prison de Goma. Ils sont sûrement en garde à vue, puisqu'il faut savoir une chose, c'est qu'il y a un régime d'information à l'autorité lorsque l'on veut tenir une manifestation, mais cela demande à ce qu'il y ait la possibilité par l'autorité de voir si votre activité ne va pas déranger l'ordre public. Et si c'est le cas, ils vont carrément vous dire que vous ne pouvez pas le faire. Et si ça a été le cas et qu'ils sont allés au-delà de cette interdiction de l'autorité municipale, c'est tout à fait normal qu'on puisse les interpeller par rapport à cela. Voilà, parce que les artistes, nous allons souvent, nous parlons souvent avec qui sont en Europe, ils disent que les artistes ne parlent pas du Kassai, les artistes ne font rien par rapport au Kassai. Et ben, il y en a qui ont essayé, ben voilà, où ça les a emmenés. Peut-être de la mauvaise manière. Peut-être, mais bon, c'est leur façon. Ce sont des artistes peintres, ce sont des artistes qui ont essayé de s'exprimer. D'ailleurs, je crois que Paul, l'artiste Bandoma l'a fait aussi, si je me souviens bien, par rapport au Kassai. Nous allons parler des examens d'État 2017 à Kinshasa. Ça a débuté, ça a pris fin cette semaine, et la réaction de la population après le match des clubs Renaissance. Concentrés pour certains, stressés pour d'autres, ces finalistes de l'examen d'État 2016-2017 savent qu'ils jouent gros. La route vers d'autres horizons, du moins sur le plan académique, passe par la réussite à ces épreuves. Un moment crucial, un tournant décisif dans la vie de ces élèves de la 6e année des humanités. Ils peuvent néanmoins compter sur le soutien du gouverneur de la ville, du moins pour ceux de Kinshasa. Les encouragements du premier citoyen de la ville, relayés par son ministre de l'Éducation, c'était ce lundi lors d'une visite d'inspection effectuée par Dominique Oueloli dans quelques centres d'exéta de la capitale.
Nous sommes venus encourager les candidats pour qu'ils puissent se concentrer sur le travail qu'ils sont en train de faire, l'examen, parce que c'est une étape importante. C'est ça qui va, n'est-ce pas, décider de la poursuite de leurs études au niveau supérieur et universitaire. Nous leur avons demandé de se concentrer pour qu'ils puissent faire de bons résultats. Satisfaction sur le déroulement, mais le ministre provincial de l'Éducation a tenu à rappeler sa mise en garde contre tout tapage, surtout au dernier jour des épreuves. Nous avons demandé aux candidats que le dernier jour, nous ne voulons pas voir à l'issue de la session, nous ne voulons pas voir les élèves dans des débits de boissons, je sais pas moi, dans les artères publiques, certains en train de déchirer les uniformes, tout ça. Donc nous les avons prévenus que nous n'allons pas accepter ce genre de comportements qui sont des comportements franchement rétrogrades. Pour rappel, près de 632 000 élèves finalistes participent à cette session de l'Exeta, ce sur toute l'étendue du pays, excepté une partie du Kasaï. Bon, ce qui se passe dans nos stades après le match, c'est pas vraiment bien. Parce que les supporters doivent mettre en tête, et il faut que leurs dirigeants leur inculquent la culture de lire les textes. Le règlement dit ceci: avant, pendant et après le match, aucun supporter ne peut envahir l'aire de jeu. Mais ce qu'on observe aujourd'hui, si l'équipe qui a perdu est mécontente, on assiste vraiment donc à des spectacles vraiment donc très désolants. On les voit dans plusieurs matchs. Comme les matchs des vieux clubs Renaissance. On a vu après le match, les supporters, dans notre cas, étaient mécontents. Ils ont descendu sur l'aire de jeu. Ils ont même tabassé les joueurs de camp adverses et voire même leur entraîneur. L'aire de jeu doivent leur inculquer cette culture-là des sports. Donc on peut gagner, on peut perdre, soit on peut faire un match nul. C'est le sport. Lobby, biso, ba Congolais, to sepelité. Ce qui équipe mi balé zo bêta, et la kaka victoire, échec, to match nul. Mais ce qui équipe moko poli, souka arbitre mutoa pesa ka résultat final. Alors na ndengo le cas qui lobby to sepelité na ndengo match sili bitumbe bimi. Des autres de cela qui na souka ba étranger baza kota la biso awa na ba match na biso na Congo, na RDC. C'est comme match sili bitumbe bimi batu bazoki, batu basali mabe na baninga. Pourquoi ceux qui sont polis, beaucoup ça désordre? Pour nani? Quand on benda ba caméra, on benda ba singa caméra, ils ont qui s'habillent, ils ont qui s'habillent. Si on peut mal, naviser dans la Afrique mobimba. RDC comme une balle au niveau. Alors, on benda ba caméra, on boit kabala lacrymogène, ça va désordre. Bilo que ça boukana, ils sont inogiste. Bozo qui s'habillent. Conseil zo pesa bato fait qu'on fait ça. Il faut batailler la équipe, il faut pas sanctionner. Balle, ba supporter, ba sala bilo ko na te. Pour balle ça batmi balle, ça détend. Oya kopola oya gagner mais soko poli kanga motema bo vandi bo zongi deuxième tour bo gagner match comportement wana et combattre sporté ezo pesa sport zéro et tant que l'équipe mo ezo beta il faut zala bato bo zo beta bo poli bo gagner ezo pesa sonne be équipe mususu na ba pays mususu. Thierry Monsénéfant, je sais que vous êtes un féru du ballon rond. Doit-on sanctionner les deux équipes? Ou quelle équipe doit-on sanctionner? Ou les matchs doivent-ils se jouer en, comment dire, sans spectateurs? Comment pallier à ce genre de situation à chaque fois qu'il y a... C'est difficile. Je crois que les sanctions qui sont prévues pour les équipes dont les supporters ont justement eu à commettre ce genre d'acte permettra que prochainement qu'ils puissent se tenir à carreau. Et je crois qu'il faut une plus grande présence policière dans les stades, surtout lors de tels matchs. Mais c'est vraiment déplorable parce que malheureusement cela est en train de déniveler le sport congolais. Et surtout une équipe comme Renaissance qui était en train de monter, qui se comporte de telle manière, c'est vraiment regrettable puisque l'aire de jeu est sacré. On ne peut pas violer l'aire de jeu et pire, mettre la main et tabasser les joueurs d'une équipe adverse pour la simple raison que vous avez perdu.
Cela est inacceptable et je crois Il y a que des sanctions prévues les sanctions sont bienvenues, entre autres des suspensions et des amendes très lourdes que l'équipe. Mais les matchs ne peuvent pas se jouer à huis clos sans supporters. Il y a des matchs, c'est la décision de la fédération. Si il y a une grande dangerosité par rapport à un match, il y a la décision qui peut être prise pour qu'il y ait un match à huis clos. Mais pour le cas d'espèce, comme il y a eu des débordements et malheureusement aussi il y a eu casse et il y a même perte des de blessures, vie humaine, alors là je crois que les conséquences seront très lourdes pour l'équipe. Et là je crois qu'il y aura des conséquences très lourdes sur cette équipe. Nous revenons aux examens d'État. Thierry Monsepo, en quelle année avez-vous fait vos examens d'État? Ma mémoire se perd, vous voyez, avec les cheveux blancs, on oublie facilement. Moi c'était en 1990 au lycée de Kimwenza, mais on a relevé une chose, cette fois-ci il n'y a pas eu débordement à la fin des examens d'État, hein, le jeudi c'était assez calme pour vous. Le général Kanyama a bien fait passer le message. Hein, il faut, Oui, on dit au tempora au mores, autre temps, autre heure. Je crois qu'aujourd'hui, les finalistes se comportent d'une manière très différente. C'est vrai qu'à une époque, c'était vraiment la fête parce qu'on se sentait libre de cet uniforme bleu-blanc qui vous restreignait à certains comportements, qui vous empêchait de faire d'autres choses. On a l'impression qu'en quittant cela, finalement, on goûte réellement à cet état d'adulte, à cet âge adulte. Mais je crois que le calme est très important, surtout qu'en cette période où notre pays est en train de se concentrer sur le processus électoral et aussi sur la situation au Kasaï. Au Kasaï, d'ailleurs, les élèves n'ont pas fait l'examen d'État. Malheureusement, la situation au Kasaï s'est reportée dans un mois. Et je crois que c'est aussi malheureusement grâce à cette insécurité qu'il n'y aura pas enrôlement maintenant au Kasaï. Et bien entendu que cela dérange. Et nous avons suivi aussi l'obus qui est tombé à Béni, mais on en dit malheureusement les élèves se portent bien. Celle qui a été transportée à l'hôpital se porte bien. Merci à toi, Chris Elongo, pour la nouvelle. Nous allons prendre l'avant-dernier sujet, c'est le sit-in de la NCPS au siège de l'Union européenne. Voilà, la guerre avec l'Union européenne continue et le plaidoyer de l'AFEC. Il se réclame nationaliste et à ce titre, ses membres et cadres du Parti travailliste et de l'opposition nationaliste ont pris d'assaut le siège de l'Union européenne. Ils jugent inacceptables les propos tenus par les députés européens, propos qui, selon les partisans du parti cher à Steve Mbikai, traduisent une énième ingérence de l'Union européenne dans les affaires intérieures de la RD Congo. Munili Kaliko, Pandrol et Bash, les membres de la nouvelle classe politique et sociale, ont dit non à la recolonisation de la RD Congo par l'Europe. Message contenu dans un mémo déposé ces jours. Non, mes chers camarades, vous savez, nous sommes de l'opposition, mais nous sommes nationalistes. C'est le Congo. Ce n'est pas l'affaire individuelle ou de l'opposition ou de la majorité. Cette affaire, c'est pour les Congolais. Nous sommes engagés comme étant Congolais nationalistes et au seul temps pour ne pas que ces gens-là viennent se gérer dans nos affaires. Ce n'est pas aux Européens de prendre la place ou les devants pour sanctionner les autorités congolaises. Ça ne passe pas. Non, nous préconisons que les affaires du Congo soient traitées par les Congolais et non par les Européens. Eux qui soutiennent la coopération au refus catégorique de l'ingérence rappellent au président du Parlement européen la souveraineté de la RD Congo. Ils sont venus plaider pour la cause des opérateurs économiques œuvrant dans le secteur pétrolier. Ce membre de la Fédération des entreprises du Congo constitué en délégation ont échangé avec le ministre d'État, ministre de l'économie nationale. Kimona Bonongue comme Mona Kayoko ont soumis à Joseph Kapika la problématique que rencontrent les pétroliers nationaux. Un mémorandum a été remis au ministre. Je ne voudrais pas entrer en détail pour le moment parce que c'est le ministre d'État qui a reçu ce mémo qui pourra peut-être en faire valoir les préoccupations des pétroliers nationaux. Une idée des problèmes se pose au niveau de la corporation, dans l'exploitation, dans leur exploitation, et ils ont demandé le concours du ministre d'État. Mais permettez-moi que je ne
n'entre pas en détail pour le moment. On est très content, on est satisfait. On pense que si le genre de ministre peut être mis à notre disposition, que tout va développer. La même plaidoirie a été aussi menée par le gouverneur de la Chopo, Jean Ilongo Tokole, qui était précis à porter la voix des pétroliers de sa province. C'était pour le problème de la dernière structure de prise des carburants qui venait de signer, mais les opérateurs économiques dans ce secteur pétrolier à Kisangani étaient un peu, ils ne se retrouvaient pas dans cette structure de prix parce qu'ils vendent en perte. À Kisangani, je vous informe que le prix des carburants à Kisangani est moins cher qu'à Kinshasa. Mais les opérateurs économiques qui œuvrent dans ce secteur ne se retrouvent pas. Ils ont posé leurs problèmes à mon niveau. Et moi, en étant de passage à Kinshasa, je devais plaider pour leur cause. Dieu merci, l'autorité a accédé à ma requête et à ma demande. Une plaidoirie qui a retenu l'attention du patron de l'économie nationale congolaise, Joseph Kapika, devra recevoir dans le tout prochain jour Jean Ilongo pour mieux approfondir ces dossiers. Thierry Mosenepo, nous avons suivi la NCPS au siège de l'Union européenne, mais on sait que ces sanctions de l'Union européenne étaient des sanctions ciblées. On n'a pas sanctionné la République démocratique du Congo tout entier. Il faut quand même donner cette nuance aussi à la population pour comprendre. Oui, mais madame, sachez que c'est par ricochet que la République démocratique du Congo est touchée. Par exemple, lorsque l'on sanctionne un vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur qui assume les fonctions au nom de l'État et on le sanctionne par rapport à ça, ce n'est pas puisqu'il était dans sa maison, il buvait sa tasse de thé qu'on l'a sanctionné, c'est parce qu'il est ministre en charge de l'Intérieur de la République démocratique du Congo que l'on a sanctionné ce monsieur. Même chose avec le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Donc par ricochet, c'est le Congo qui est touché. Comment ça? Expliquez ça pratiquement. Quand on sanctionne Médé par exemple, comment la RDC se sent touchée par ricochet comme vous le dites? D'abord, il faut savoir que cela s'est fait en violation même de la charte de l'Union, parce que cela s'est fait sans qu'il y ait la contradiction qui est consacrée dans la charte de l'Union en son article 6. On n'a pas entendu les personnes qui ont été sanctionnées, ça a été fait de manière unilatérale. Mais ils disent aussi de leur souveraineté, de leur droit de sanctionner qui ils veulent, non? Pourquoi? Bien entendu, mais cela... Nous aussi nous sanctionnons Sonia Rollet sans demander à Sonia Rollet de parler. Sonia Rollet n'a pas été sanctionné. Bon, il n'a pas été sanctionné. La RFI, on lui a demandé de pouvoir se conformer à une loi qui a été publiée depuis le 22 juin 1996 en République démocratique du Congo, qui en son article 61 stipule clairement qu'il faille qu'il y ait d'abord la réciprocité pour un média qui veut s'ouvrir en RDC avec une participation étrangère et qu'il y ait la participation dans le capital social des Congolais. Pratiquement pour que le Congolais lambda comprenne. Quand on sanctionne Médé par exemple. Le ministre Médé est porte-parole du gouvernement congolais. Le gouvernement congolais ne vit pas en vase clos. Il y a des partenariats qui se passent, notamment en Europe. Je vous donne un exemple. Il y a la RTNC, qui est une entreprise publique qui est sous tutelle administrative du ministre Lambert Mende, qui est en collaboration notamment avec la plateforme Tema, qui reprend le signal de la RTNC et qui diffuse cela dans différents bouquets satellitaires. Il y a des contrats qui sont signés qui regardent d'une part cette société d'État, mais aussi par ricochet l'État congolais. Donc il y a des fois où le ministre est obligé de se rendre pour des réunions concernant les droits de la RTNC au sein de Tema, qui est une plateforme française. Aujourd'hui, ça sera difficile. Et étant donné que les sanctions ont été prises, puisqu'il est ministre de la Communication et des Médias, donc c'est l'État, et surtout que, pour son cas précisément, on a dit que parce qu'il porte une politique répressive sur les médias, notamment pour le cas de RFI qui a été fermé, alors que le ministre n'a fait que respecter l'esprit et la lettre d'une loi qui a été publiée in tempore non suspecto. Mais la RTBF est mis en clair. Pourquoi seulement le RFI? Moi, chez moi, je reçois RTBF en clair. Pourquoi ne pas sanctionner RTBF? D'abord, il faut que... D'abord, je vous envoie vérifier, premièrement, les statuts de TV5. Je vais vous démontrer que c'est une télévision de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est un bien de l'OIF.
La RDC fait partie de l'OIF, donc la RDC est copropriétaire autant que par tous les rapport à la autres pays. RTBF, par exemple. Pour la RTBF, je vais vous renvoyer d'aller vérifier les statuts de cette télévision pour voir si elle viole cette loi. Parce que le cas de RFI est flagrant dans la mesure où les autres radios... C'est la 5e colonne, parce que RFI... Pas du tout, ça n'a rien à voir. On dit souvent que RFI est la 5e colonne, RFI désinforme, RFI, tous les mots de la RDC. C'est de point de vue, mais le ministre n'a pas tenu compte de tous ces points de vue, il a tenu compte d'une loi, d'une disposition légale en l'article 61 de cette loi qui est très claire. Et les autres radios, telles que la Deutsche Welle, la VOA, BBC, passent par des stations radio de RDC où ils ont des temps d'antenne où ils diffusent leurs informations. Dedans, il y a des informations où on critique le gouvernement congolais, mais le ministre n'a jamais pris une décision pour interdire à ce que ces radios puissent c'est-à-dire casser les contrats avec ces autres radios périphériques. Donc RFI ne doit que se conformer à la loi de la RDC. Nous allons terminer, mesdames et messieurs, par la journée internationale de la musique et le constat de débordement des immondices à Kinshasa. Notre caméra était ce mercredi sur l'avenue Bongolo, tronçon inspecté, Kassavubu, université. Le constat est tout simplement amer. Ici, par exemple, au rond-point Yolo Médical, l'avenue Bongolo n'est utilisée que d'un seul côté, l'autre étant devenu impraticable. À quelques mètres de ces lieux, au croisement chaussée de Kimwenza-Bongolo, la route est aussi dans un état de détérioration avancée. Plus loin, en allant vers le pont Bongolo, c'est encore pire. Ici, la circulation est interdite aux voitures. Seuls camions et minibus osent affronter ce lac qui produit moustiques et favorise la malaria dans cette partie de la commune de Kalamou. Le pont Bongolo lui-même dans un état inquiétant. La rivière Kalamou est, elle, couverte d'immondices, d'où ce SOS de la population. Ce qui mbongo na mboko ezate, si même le gouvernement en place, c'est un mbongo ti. Basi la terre pour la banque mondiale de bamisana. Parce que la rodefa mbongo, le mbongo kuna pour répondre à la satisfaction na biso car dans la période de là. Vous imaginez mon frère, tu peux si ça peut lango peut ba cité. Tozonga suna mbula. Telle condition est déjà et comme encore plus grave. Oyo ezali ba remplacer yango ba longola yango ba tia ya likolo lokolo ezali na bopono lokolo ezali na se ya 20 mekuna bongo gouvernement musana nini papa gouvernement azo mona pasi ya peuple te bango oyo bazo mema biso na élection to voter kaka bango oyo bazo sala eloko moko te na mboko oyo. Nous ne connaissons, nous ne savons pas ce que nous allons faire maintenant parce que nous vivons dans un milieu vraiment sale avec des enfants et on ne sait pas qui on peut se confier notre souffrance. Cela fait déjà plusieurs années que l'avenue Bongolo est dans un état de détérioration avancée. Depuis, rien ne fait, alors rien. Thierry, le Sénégal, je vais te taquiner un peu, tu es mon ami aussi. Bon, selon toi, voir ces images, le Congo va bien. Vous savez, lorsque l'on oublie d'où l'on vient, on a l'impression finalement que tout va mal. Mais si on revient à des années d'avant maintenant, on va très vite se rendre compte que nous avions une ville qui n'avait pratiquement plus de route. Nous avions un boulevard du 30 juin qui ne faisait qu'à peu près 80 d'allers-retours. Le boulevard, il y a un travail, non, il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, il y a à peu près un mois d'ici, j'ai fait Kenge en une journée parce qu'il y a une bonne route nationale numéro 1 qui a été reconstruite. Il y a certes encore beaucoup à faire et j'apprécie la décision qui a été prise par la municipalité de réhabiliter certaines voies et ça a commencé par le centre-ville pour s'étendre vers les autres axes tels qu'au rond-point Yolo médical où il y a très bientôt des travaux qui vont se faire durant cette période. Je vous ai vu réagir un peu négativement, vous avez suivi Sekinois qui a dit demandons de l'aide parce que nous-mêmes nous ne parvenons pas à trouver des solutions. Doit-on encore demander de l'aide à la Banque mondiale? C'est de l'ingérence, c'est cette ingérence-là que vous ne voulez pas.
D'abord, il y a un distinguo à faire. Une aide n'est pas du tout de l'ingérence. Mais il faut savoir qu'il ne faut pas à chaque fois que nous, Congolais, nous puissions croire que la solution se trouve ailleurs. Nous avons nous-mêmes la possibilité de créer la solution par rapport aux problèmes que nous avons. Certes, il y a un sérieux problème de gestion des immondices dans la ville de Kinshasa. Cela est d'abord du fait que la ville a connu un boom démographique extraordinaire à cause principalement de la situation sécuritaire néfaste qui prévaut dans certains coins de la République et dernièrement et après l'arrêt de l'aide de l'Union européenne non, par rapport vous à devez savoir une chose, rien n'a ça. fait, non, pas du tout, parce que le gouvernement a repris de financer l'hôtel de ville après le départ de l'aide de l'Union européenne et l'hôtel de ville avait repris de faire évacuer après les combien de temps après les campagnes mais il faut savoir une chose, madame. de Les choses ne se passent pas comme à l'époque de Moïse où avec un bâton on peut du rocher sortir de l'eau. Il faut aujourd'hui travailler, réfléchir, surtout lorsque les situations pas prévues arrivent. Vous savez que la guerre au centre de notre pays a produit un déplacement de population d'à peu près 1 million de personnes. Vous pensez que ces personnes vont où directement? Principalement, c'est à Kinshasa. La gestion des immondices de la ville de Kinshasa, c'est lié il faut savoir, par rapport à cette... Mais madame, il faut savoir que les déchets sont produits par une masse d'hommes, une masse d'humains. Et cette masse d'humains, lorsque ce n'est pas quadrillé, lorsque ce n'est pas orienté et préparé par une politique urbaine, cela crée des conséquences. Y a-t-il une politique urbaine de la gestion des immondices? Je pense que les situations brusques qui se sont produites en ce qui concerne un boom démographique en République démocratique du Congo, principalement à Kinshasa, ont fait en sorte que la gestion des immondices a été quelque peu difficile. Mais nous avons observé que la ville a repris du poil de la bête en essayant d'augmenter le nombre de rotations des immondices vers la décharge qui se trouve à Nsele et même en ajoutant d'autres véhicules. Mais au-delà de cela, madame, c'est aussi important de dire une chose. C'est que nous-mêmes, les Congolais, nous ne sommes pas très travailleurs. Nous sommes très paresseux et nous sommes amoureux de la saleté. Nous pensons toujours que même pour balayer notre propre rue, il faut que le gouverneur ou que la municipalité vienne le faire à notre place. Où est-ce que nous jetons nos immondices? Des immondices, des fois, qui sont destructibles par nous-mêmes. Nous les jetons dans la rue. Les routes qui s'abîment. Qui crée les failles sur ces routes? J'ai personnellement interpellé plusieurs citoyens, des compatriotes, que j'ai rencontrés en train de piocher sur le macadam, construit par les impôts que vous et moi nous payons, pour faire passer un fil électrique pour prendre un courant de l'autre côté de l'avenue. Mais après, lorsqu'il y a des pluies et que cette avenue s'abîme, pourtant l'État avait prévu que l'avenue devait faire 3 ans. Qui est responsable finalement? Nous allons terminer par la journée internationale de la musique. Ça se fête, mais à Kinshasa, cela passe un peu inaperçu. Non, surtout en Europe, vu les refus qu'ont certains compatriotes de laisser jouer les musiciens congolais. Pour vous, est-ce que c'est une façon de faire disparaître la musique congolaise? Ou la musique congolaise, pour vous, garde encore sa force? La musique congolaise, pour qu'elle puisse exister, n'est pas du tout tributaire du fait que nos musiciens puissent jouer à Olympia de Paris ou dans la salle La Grâce où devait se produire le musicien Fally Ipupa. La Cigale. La Cigale, merci. Comprenez par là qu'aujourd'hui, ce que font les combattants, ce n'est que de l'anarchie. C'est de l'anarchie pour quelque chose qui n'a aucun sens. Lorsque vous observez la plupart des ressortissants des autres pays ouest-africains, aujourd'hui par exemple au Bénin, leur diaspora a réussi à construire une banque pour permettre à ce qu'il y ait des masses de devises qui vont vers leur pays. Mais la plupart de nos frères qui sont en Europe, qui à l'époque sont partis soi-disant pour étudier, sous la Deuxième République peut-être, mais qui malheureusement se sont retrouvés sans vrai job. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, si ce n'est de tirer sur le régime plutôt que de venir pour mettre la main comme nous tous à travailler pour élever le pays? Et maintenant ils s'en prennent aux musiciens, à ces ambassadeurs de la culture de notre pays. Cela est hilarant, mais malheureusement décevant. Voilà, mesdames et messieurs, merci donc à Thierry Monselepo, communicateur de la majorité présidentielle et président de la Ligue des jeunes de la CCU, d'être passé à la barre. Merci donc à